باللي شفتو. Bonjour. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Bonjour. Donc, on commence. L'intitulé du cours d'aujourd'hui sera la maladie trophoblastique gestationnelle. Vous me recevez, j'imagine. Pas beaucoup de participants. Bonjour. On commence. En fait, je voulais vous donner une précision. Le support est à Dr Belamri. D'accord? On entame notre cours par une introduction concernant les maladies trophoblastiques gestationnelles. Il faut savoir que les maladies trophoblastiques gestationnelles sont des pathologies tumorales. Qui dit tumorale dit possibilité de double entité, bénigne et maligne, qui sont liées à la fécondation, donc à la grossesse, d'où l'adjectif gestationnel. Donc, pathologie tumorale liée à la fécondation, qui vont se caractériser par une prolifération anormale du trophoblaste. D'accord? Qu'est-ce que le trophoblaste? En fait, c'est très simple. Le trophoblaste, c'est le tissu primitif qui sera à l'origine de la constitution du placenta. Avant 13 semaines, on parle de trophoblaste, 13 semaines d'aménorrhée. Au-delà de 13 semaines, c'est le placenta qui se constitue. Là, c'est un slide de l'étape embryogénétique du blastocyste. On a la paroi utérine avec le myomètre, en extérieur, c'est la séreuse. On a l'endomètre. On a le blastocyste qui va procéder à sa nidation au niveau de la paroi utérine. Tout ce qui l'entoure, c'est le trophoblaste. Là, c'est le début, c'est notre futur embryon. On voit très bien que le trophoblaste va s'invaginer au niveau de l'endomètre. Ces petites spéculations, on va les appeler villosités. C'est ça, les villosités choriales. Vous allez entendre beaucoup parler de ce mot au cours de notre cours. C'est ça, les villosités choriales. C'est les invaginations du trophoblaste au niveau de la paroi utérine. C'est très simple, c'est pour qu'il y ait, ici, il va y avoir constitution du placenta et ça va aider à instaurer les échanges entre le sang maternel et le sang fœtal. D'accord? Donc, on revient. Les maladies trophoblastiques gestationnelles, c'est des pathologies tumorales, donc bénignes ou malignes, qui sont en rapport avec la fécondation, c'est-à-dire la grossesse, et qui se caractérisent par une prolifération anormale du trophoblaste. On poursuit par la définition. Donc, elle regroupe un ensemble de pathologies ou d'affections. C'est un ensemble. En fait, ce n'est pas une pathologie unique, c'est un tout. C'est un ensemble d'affections qui ont leurs propres caractéristiques ou expressions cliniques, biologiques et bien sûr un potentiel métastatique qui est très variable d'une affection à une autre. D'accord? Et c'est à travers ce petit algorithme qu'on va pouvoir définir les maladies trophoblastiques gestationnelles. Donc, en premier lieu, on reconnaît les moles ou la grossesse molaire. C'est les moles idatiformes. Les moles idatiformes sont des entités bénignes. Deuxième entité, c'est les tumeurs trophoblastiques gestationnelles qui sont des lésions malignes. Donc, les maladies trophoblastiques gestationnelles regroupent les moles idatiformes et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Sachant que les tumeurs trophoblastiques gestationnelles sont issues d'une évolution défavorable des moles idatiformes. D'accord? Donc, les maladies trophoblastiques gestationnelles regroupent les moles idatiformes et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, le plus souvent, sont la conséquence d'une évolution défavorable des moles idatiformes. D'accord? On commence par les moles idatiformes, qui sont des entités bénignes. On les scinde en moles idatiformes partiels et en moles idatiformes complètes. D'accord? Quant aux tumeurs trophoblastiques gestationnelles, il y en a beaucoup. On a la mole invasive,
le choriocarcinome, les tumeurs du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Sachant qu'à votre niveau, le plus important à connaître, et bien sûr par rapport au diagnostic, à l'évolution, c'est les molidatiformes. D'accord? On commence par la molidatiforme. Disons que sur le plan étymologique, molidatiforme provient du grec. Mol, c'est en grec, c'est sac. Idatiforme, c'est hydropique, c'est hydrique. Donc, dans le sens latéral, molidatiforme veut dire sac hydrique. D'accord? Donc, c'est une hyperplasie hydrique ou hydropique du trophoblaste, le fameux trophoblaste dont on a parlé, qui va se caractériser par une dégénérescence. C'est un trophoblaste qui va dégénérer sous forme de kyste. D'accord? C'est une dégénérescence kystique des villosités choriales qui forment le trophoblaste. Cette dégénérescence kystique peut être partielle, elle est dite embryonnée, donc on va obtenir une grossesse avec un embryon, un cordon, une cavité amniotique, un trophoblaste ou un placenta, mais qui présente une dégénérescence kystique partielle. D'accord? Ou là, elle va être à l'origine d'une dégénérescence kystique complète, c'est-à-dire que c'est la totalité de la cavité utérine va être envahie par les villosités kystiques. On n'a pas du tout d'embryon, on n'a que des villosités kystiques. D'accord? Donc, la molidatiforme, dans le sens latéral ou l'étymologie du mot, c'est un sac hydrique. Pour vous simplifier la chose, vous retenez que c'est une dégénérescence kystique des villosités choriales de notre trophoblaste. Elle peut être partielle ou complète. Partielle, c'est-à-dire qu'il existe un embryon, mais dans le trophoblaste est partiellement dégénéré. Par contre, la complète, il n'existe pas du tout d'embryon, la totalité de notre trophoblaste est en dégénérescence. Donc là, c'est une image qui montre à nouveau un utérus, siège d'une dégénérescence complète. Là, c'est une image échographique qui va nous montrer un utérus qui est le siège d'une mole complète, il n'y a pas du tout d'embryon. Par contre, là, c'est une grossesse intra-utérine. Là, on a l'embryon, le liquide amniotique qui l'entoure et la cavité. Et là, c'est notre placenta en totalité. Et on remarque qu'il y a une dégénérescence partielle de notre trophoblaste. C'est une mole partielle. J'espère que vous arrivez à suivre et que je ne vais pas trop vite. Donc, on a vu pour l'instant la mole hydatiforme, la première entité bénigne des maladies trophoblastiques gestationnelles, qui elle-même est scindée en mole hydatiforme partielle et en mole hydatiforme complète. On passe aux tumeurs trophoblastiques gestationnelles. D'accord? On avait vu la mole invasive, le choriocarcinome, les tumeurs du site d'implantation et les épithélioïdes, 4 entités. Donc, la mole invasive, en général, elle se voit dans les suites ou dans l'évolution défavorable d'une mole hydatiforme. D'accord? C'est la même chose, au fait. La mole invasive, c'est la même chose qu'une mole hydatiforme, sauf qu'elle va envahir et elle va pénétrer encore plus la paroi utérine. Il va y avoir un envahissement du myomètre, voire du ligament large. D'accord? C'est-à-dire que le plan d'envahissement n'est pas que l'endomètre, c'est un envahissement plus profond de l'utérus, d'où le nom de mole invasive. Là, c'est une image qui montre une mole invasive. On n'est plus au niveau de la cavité utérine, on a traversé la paroi utérine. Le choriocarcinome, c'est une tumeur à part entière. C'est une tumeur indépendante qui est très agressive, qui présente un potentiel malin très haut. Et dans la spécificité, c'est la possibilité de dissémination et de métastase hématogène, spécialement au niveau du poumon. D'accord? Ça, c'est le choriocarcinome. Le choriocarcinome aussi peut faire l'objet d'une suite défavorable d'une mole invasive. On est toujours dans le cadre des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, deuxième volet des maladies trophoblastiques gestationnelles. J'espère que vous arrivez à suivre. Troisièmement, c'est les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation. Elles sont très rares, heureusement d'ailleurs. Donc, c'est des tumeurs qui sont rares et qui présentent, à l'encontre du choriocarcinome, un très faible potentiel métastatique. D'accord? On poursuit par, donc on a vu jusqu'ici une petite introduction qui nous a résumé les maladies trophoblastiques gestationnelles. On est passé à la définition des maladies trophoblastiques gestationnelles. On a dit que c'est un groupe d'affections avec une expression clinique, biologique et un potentiel métastatique variable. On les a répertoriés et scindés en deux groupes principaux, les moles hydatiformes et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles.
Les moles idatiformes sont des entités bénignes, deux volets, mole idatiforme partiel, mole idatiforme complet. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles au nombre de 4, la mole invasive, le choriocarcinome, les tumeurs du site d'implantation et les épithéliomites qu'on n'a pas du tout abordé ici parce que c'est très rare et c'est de l'ordre de la spécialité. On passe à l'intérêt de la question. Pourquoi s'intéresser à la maladie trophoblastique gestationnelle et à la grossesse molaire? Parce que très simplement, c'est des pathologies. La grossesse molaire, c'est une pathologie qui est bénigne, c'est une entité bénigne, mais qui est susceptible de transformation maligne, d'évolution défavorable vers une mole invasive, un choriocarcinome ou une tumeur du site d'implantation. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut savoir la diagnostiquer, traiter et la surveiller post-traitement afin qu'elle n'évolue pas vers une tumeur à potentiel malin. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles elles ont un fort potentiel métastatique, sachant, c'est très important que la mole invasive, le choriocarcinome et les tumeurs du site d'implantation sont mortelles en l'absence de traitement. Et par quoi elles vont être mortelles? Par les métastases pulmonaires, locorégionales, par le risque hémorragique. D'accord? Si on ne les traite pas, il faut savoir qu'elles ont le même statut qu'un cancer. D'accord? Elles ont un potentiel métastatique, donc c'est un cancer. Certes, c'est un cancer qui accompagne un état de gravidité, donc il est particulier, mais ça reste une néoplasie. Donc, c'est des tumeurs à potentiel métastatique. Si elles ne sont pas traitées, elles vont menacer le pronostic vital. Et bien sûr, sachant que comme le risque vital est mis en jeu, il faut instaurer une surveillance correcte, que ce soit après une mole invasive ou une tumeur gestationnelle. Il faut instaurer une surveillance correcte afin d'éviter, bien sûr, une transformation maligne. D'accord? J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, on les diagnostique, on les traite. Après le traitement, on les surveille. On va voir, on peut arriver au cours du suivi jusqu'à 12 mois, donc une année après le traitement, afin d'éviter l'évolution vers la malignité qui peut menacer le pronostic vital. D'accord? Là, c'était l'intérêt. On passe à l'épidémiologie des maladies trophoblastiques gestationnelles. Fort heureusement, c'est des maladies qui sont rares, sachant que sur le plan international, les incidences, elles varient. D'accord? Il y a une variabilité assez importante quand même, c'est ce qu'on va voir. On commence par la mole idatiforme. Il faut savoir que dans les pays en voie de développement versus les pays développés, on a une mole pour 3000 grossesses. Par contre, les pays en voie de développement, et nous sommes un pays en voie de développement, c'est une mole sur 200 grossesses. D'accord? Ça, c'est en rapport avec le paramètre polyfactoriel qu'on va voir tout à l'heure dans le cadre des facteurs de risque, notamment le bas niveau socio-économique. D'accord? Qui constitue un facteur de risque de mole. Donc, sachant que dans le cadre des moles idatiformes complètes, 16% de ces moles sont à risque d'évolution vers transformation maligne, donc vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, une mole invasive ou un chorio. Par contre, les partiels, c'est un taux moindre, c'est 0,5% des moles idatiformes partiels qui sont à risque de transformation maligne. Toutes ces données, c'est des données qui ne sont pas nationales, c'est la Haute Autorité de Santé française. D'accord? Concernant le choriocarcinome, là, c'est des statistiques. Il faut savoir que le choriocarcinome, il sévit à haut risque dans les pays sud-asiatiques, beaucoup plus le sud-est asiatique. Comme on le voit ici, 9,2 cas pour 40 000 naissances. Par contre, les autres pays développés, en Europe, en Australie ou aux USA, c'est un seul cas pour 40 000 naissances. D'accord? Donc là, c'était l'épidémiologie. On passe à la physiopathologie de la grossesse molaire et des maladies trophoblastiques gestationnelles. On commence par la génétique. Pourquoi la génétique? Parce qu'on avait dit qu'elles sont en rapport avec la fécondation, donc la gamétogénèse. Et on les explique par une anomalie lors de la gamétogénèse ou de la fécondation. D'accord? La grossesse molaire particulièrement. La mole complète, elle est issue d'une diploïdie. Elle est d'origine paternelle à 100%. Et je vais vous expliquer ça le slide suivant. Par contre, la mole partielle, c'est une triploïdie. Elle est d'origine mixte, maternelle et fœtale. On commence par la mole complète. On avait dit qu'elle est à 100% d'origine paternelle. C'est une diploïdie. C'est la conséquence d'une fécondation d'un ovocyte anucléé, ovocyte sans ADN. Là, c'est les ovocytes.
Un ovocyte anucléé qui va être fécondé soit par 2 spermatozoïdes à la fois, et on aura 46XX ou 46XY, ça dépend, soit par un seul spermatozoïde, mais qui va se dupliquer. Donc, ovocyte anucléé qui va être fécondé soit par 2 spermatozoïdes à la fois, soit par un seul spermatozoïde qui va se dupliquer. C'est pourquoi on va obtenir un œuf qui est d'origine 100% paternelle. D'accord? Par contre, la mole partielle, on a un ovocyte nucléé qui est porteur de 23 chromosomes, qui va être fécondé soit par 2 spermatozoïdes, et on aura 69, ça dépend XXY, XXX, ça dépend des 2 spermatozoïdes, soit il va être fécondé par un spermatozoïde anormal qui est lui-même porteur de l'ensemble du matériel génétique paternel, 46, et on aura toujours 69 chromosomes. D'accord? C'est une triploïdie. Là, c'était sur le plan génétique. Les facteurs de risque, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une anomalie de cette gamétogénèse ou de cette fécondation? D'accord? Concernant la molidatiforme, il faut savoir qu'on attribue, disons que les facteurs de risque sont au stade hypothétique. Donc, on attribue la première cause à l'âge. Et bien sûr, c'est l'âge maternel. Et essentiellement, c'est les âges extrêmes, inférieurs à 20 ans et au-delà de 35 ans. D'accord? Comme on peut voir ici, c'est toujours des données de la Haute Autorité de Santé française. Le risque relatif, il peut arriver jusqu'à 2 fois chez une femme de moins de 21 ans ou de plus de 35 ans. Par contre, si la femme dépasse les 40 ans, le risque, il est à plus de 8 fois. D'accord? Et ceci est lié à la qualité de l'ovocyte. D'accord? Sachant que, on peut se dire pourquoi incriminer l'ovocyte? L'ovocyte, c'est lui qui va attirer les spermatozoïdes. Et s'il est de mauvaise qualité, c'est l'alchimie entre ovocyte et spermatozoïde qui sera à l'origine d'une fécondation par 2 spermatozoïdes, entraînant une triploïdie. D'accord? Vous avez des questions à ce que je vois, mais je n'arrive pas à y accéder. Donc, on a vu les âges extrêmes, inférieurs à 21 ans ou supérieurs à 35 ans. Sachant qu'à partir de 40 ans, le risque est x8. On passe aux antécédents. Si la femme a déjà un antécédent de molidatiforme, ça multiplie son risque par 10 à 20 fois de risque de refaire une autre molidatiforme. D'accord? Est-ce que vous pouvez répéter la cytogénétique de la mole? Ok, docteur Alamien, pas de souci, on va revoir ça. Donc, on repasse au précédent slide. Et ça veut pas. Donc, la cytogénétique. Donc, on avait dit que c'est une anomalie de la fécondation. La mole complète est issue d'une diploïdie. Diploïdie, d'accord? La mole partielle, c'est une triploïdie. Sachant que cette diploïdie, elle est à 100% paternelle. Donc, au moment de la fécondation, il y a quoi? On a un ovocyte qui est porteur de 23 chromosomes. On a un spermatozoïde, lui aussi porteur d'un 23 chromosomes. Il va y avoir fécondation et on obtiendra un œuf de 46 chromosomes. Ça dépend XY ou XX. Dans le cadre d'une mole complète, on a un ovocyte qui est de mauvaise qualité. Il est anucléé. Il ne porte pas du tout de matériel génétique maternel. D'accord? Cet ovocyte, c'est une anomalie. Ceci peut être vu chez les patientes moins de 20 ans ou chez les patientes plus de 40 ans. D'accord? Donc, cet ovocyte qui est anucléé va être fécondé par 2 spermatozoïdes, ce qui est anormal. Et on va obtenir un œuf qui porte seulement le matériel génétique masculin. Où là, il peut être fécondé par un seul spermatozoïde qui lui-même va se dupliquer. D'accord? Là, c'est une diploïdie. La mole partielle, c'est une triploïdie. L'ovocyte maternel est présent. Il est porteur du matériel génétique maternel. Ce dernier peut être fécondé par 2 spermatozoïdes et on va obtenir un œuf à 69 chromosomes. C'est une triploïdie.
Ou là, il peut être fécondé par un seul spermatozoïde qui lui-même est anormal, porteur de 46 chromosomes paternels. Et on obtiendra également une triploïdie. D'accord? Les facteurs de risque à l'origine de toutes ces anomalies sont l'âge extrême, inférieur à 21 ans, supérieur à 35 ans, et si c'est supérieur à 40 ans, il y a d'autant plus de risques, le risque est majoré à 8 fois. Les antécédents de molydatiforme, si une femme a déjà fait une molydatiforme, elle est à risque d'en refaire une autre 10 à 20 fois le risque par rapport à une femme qui n'en a pas fait du tout. Les antécédents d'avortement spontané, tout ça, c'est pour la molydatiforme. On passe pour les facteurs de risque du choriocarcinome, l'âge extrême aussi, les antécédents de MOL aussi. On avait dit que la MOL, si elle n'est pas correctement traitée, si elle n'est pas correctement suivie, elle va évoluer vers un choriocarcinome ou une molle invasive, vers donc une tumeur trophoblastique gestationnelle. L'âge avancé, on a remarqué selon les études une appartenance ethnique, les Africains, les Asiatiques et les Indiens. La contraception orale œstroprogestative, il a été remarqué qu'elle est à risque de grossesse molaire, ainsi que le groupage rhésus maternel de groupe A. D'accord? Là, c'est les facteurs de risque d'une anomalie de la gamétogénèse entraînant soit une grossesse molaire, soit un choriocarcinome, soit une maladie trophoblastique gestationnelle de manière générale. On passe à l'anatomopathologie. On commence par la molydatiforme. Donc, molydatiforme, on l'a scindé en molydatiforme partielle et en molydatiforme complète. On a dit que la molle tout à l'heure, la molle complète, elle ne présente pas d'embryon. D'accord? Donc, la molle complète, c'est une dégénérescence kystique totale des villosités choriales avec absence d'embryon. L'œuf molaire va être formé de vésicules. C'est des petites vésicules de 2 à 3 cm à peu près qui sont transparentes et qui peuvent être visibles à l'œil nu. Là, c'est une image d'un placenta molaire. C'est ça les vésicules en fait. D'accord? C'est un placenta qui va dégénérer en vésicules. C'est une dégénérescence kystique totale. Il n'y a pas d'embryon des villosités choriales. Et les villosités peuvent être visibles à l'œil nu. D'ailleurs, dans certaines grossesses molaires, lorsque la femme elle fait un avortement spontané, on va retrouver au niveau, lors de notre examen au spéculum, des vésicules au niveau du vagin. D'accord? Là, c'était la molle hydatiforme complète. On passe à la molle hydatiforme partielle. C'est une dégénérescence ou une hyperplasie partielle du trophoblaste, non pas totale, à l'encontre de la molle complète, qui se caractérise par la présence de villosités molaire et de villosité non molaire, c'est-à-dire normale, avec présence d'une cavité amniotique et d'un embryon, d'un cordon, d'un liquide amniotique. D'accord? Sachant que l'embryon, dans le cadre d'une molle partielle, le plus souvent, il est porteur de malformations. D'accord? Parce que le matériel dont il dispose cet embryon, il est anormal. Son matériel génétique est anormal dans les deux cas. D'accord? Que ce soit la diploïdie ou la triploïdie. Là, on est dans le cadre d'une molle partielle, donc c'est une triploïdie. Et là, c'est l'image qu'on avait vue tout à l'heure, l'embryon, la cavité amniotique et la dégénérescence partielle. On passe à la molle invasive, toujours sur le plan anatomopathologique. Elle se caractérise par la présence de villosités molaires qui vont envahir le myomètre et le ligament large. D'accord? Elles sont envahissantes. Là, c'est le plan histologique microscopique. Le choriocarcinome, c'est une tumeur. On avait dit que c'est une tumeur très agressive qui est à dissémination hématogène. Donc, il se caractérise par une lésion tumorale ou nodulaire qui est très hémorragique, qui présente des espaces nécrotiques et qui est à développement intracavitaire, voire intramural. D'accord? La particularité sur le plan microscopique du choriocarcinome, c'est qu'aucune des villosités placentaires ne sera observée au sein des différentes lésions. D'accord? En fait, pour vous simplifier la chose, ce qu'il faut retenir, parce que là c'est une particularité anatomopathologique, ce qu'il faut retenir, le choriocarcinome, c'est une masse, c'est une tumeur. D'accord? Vous pouvez le comparer à un nodule carrément. Donc c'est une tumeur nodulaire qui se développe au niveau de la cavité, qui peut envahir la paroi musculaire. D'accord? C'est pas un tissu friable qui met le placenta ou la trophoblaste. Pas du tout. C'est une tumeur bien circonscrite. Là, c'est une coupe sagittale d'un utérus post-hystérectomie. Là, c'est la séreuse utérine. Tout ce qu'on voit en blanc, c'est le myomètre. Là, c'est le canal cervical. Ici, c'est l'isthme, le fond utérin, et qui est comblé par une masse. C'est le nodule.
D'accord? Le choriocarcinome. Il n'y a pas de question, j'arrive pas à vérifier. On passe à ce qui vous intéresse le plus, et là, c'est ce que vous devez retenir, bien sûr, avec la définition, le diagnostic positif d'une maladie trophoblastique gestationnelle, et plus particulièrement vous concernant de la molydatiforme. Donc, les circonstances de découverte d'une molydatiforme. Il faut savoir que le diagnostic se fait en général au premier trimestre. Et le premier signe le plus constant qui va, qui va être à l'origine d'un motif de consultation, c'est les métrorragies du premier trimestre. C'est un saignement anormal. D'accord? Métrorragie, c'est des saignements en dehors des règles. En général, c'est une patiente en aménorrhée, en période d'activité génitale. Pour elle, elle est enceinte. Elle vient consulter, elle vous dit, je fais une aménorrhée, j'ai fait un test urinaire, il est positif, mais je saigne. D'accord? On ne va pas tout de suite penser à une mole, bien sûr. On va penser à une menace d'accouchement prématuré, à une grossesse extra-utérine qui est d'urgence extrême. Mais la mole figure parmi ces diagnostics. Donc, habituellement, les signes. On a des signes sympathiques exagérés. Les signes sympathiques à type de quoi? Nausées, vomissements, somnolence, troubles digestifs, tous ces signes sympathiques, qui sont sur le plan physiologique, ils sont attribués à quoi? Ils sont attribués à la sécrétion des HCG. D'accord? Je ne sais pas si vous le savez ou pas. La symptomatologie sympathique, le cortège sympathique qui accompagne le début de grossesse est attribué à la sécrétion d'HCG. Ces HCG sont sécrétés par le trophoblaste. Et notre trophoblaste étant anormal, il est hyperplasié, c'est-à-dire qu'il est en grand nombre, en grande quantité. Par conséquent, on aura un taux d'HCG élevé, entraînant ainsi une exagération de la symptomatologie sympathique. J'espère que vous avez cerné la cause de la symptomatologie sympathique exagérée. D'accord? Les métrorragies, c'est un signe constant. La caractéristique dans le cadre d'une molydatiforme, c'est des métrorragies qui ne sont pas abondantes. Elles sont faibles, mais qui sont très récidivantes. D'accord? C'est ça les caractéristiques. Dans le cadre d'une menace simple, elle vous fait un saignement. S'il est de grande abondance, c'est une menace sévère, voire un avortement. S'il est de faible abondance, une fois le traitement instauré, un petit repos, un traitement des progestatifs, la patiente ne se plaint plus de saignement. Par contre, dans le cadre d'une mole, c'est des saignements récidivants et qui sont peu abondants. D'accord? Elle peut présenter des douleurs abdominales. Ces douleurs, plus souvent, elles accompagnent les métrorragies. Et c'est des douleurs à type de colique expulsive. Donc, ça pose le diagnostic différentiel avec l'avortement en cours. Elle peut présenter un tableau de toxémie gravidique, mais c'est une toxémie gravidique qui est dite précoce. Je ne sais pas si vous avez fait le cours de prééclampsie, la prééclampsie, qui est la toxémie gravidique. C'est la même chose, hein, la prééclampsie, c'est la toxémie gravidique. Et là, elle est dite précoce parce qu'en général, la toxémie gravidique, elle se voit au 3e trimestre. Par contre, là, on est au 1er trimestre. Et pourquoi elle se voit? C'est la même chose, c'est en rapport avec les anomalies de l'invasion du trophoblaste et des villosités choréales. Ces villosités, elles font un envahissement de l'utérus qui est anormal. Donc, il va y avoir une hypoperfusion de notre grossesse. Cette hypoperfusion de notre grossesse va entraîner la sécrétion d'un ensemble de molécules, notamment les cytokines, les thromboplastines et tout, qui vont être à l'origine d'une vasoconstriction périphérique entraînant le cortège de la prééclampsie, HTA, protéinurie et œdème. D'accord? Je ne sais pas si vous avez fait le cours de la prééclampsie, mais c'est dans le cadre de la grossesse molaire, la physiopathologie de la toxémie gravidique, c'est la même chose. D'accord? C'est une anomalie de l'invasion du trophoblaste qui va être à l'origine d'une hypoperfusion placentaire. Cette hypoperfusion placentaire, par effet de réaction, va entraîner une vasoconstriction périphérique maternelle à l'origine d'une HTA, protéinurie et œdème. Donc, exagération de la symptomatologie sympathique. Métrorragie, c'est le chef de file. Douleur pelvienne à type de colique expulsive qui accompagne les métrorragies. Toxémie gravidique. Et elle peut être découverte lors d'un examen anapath d'un produit de conception. Une femme, il faut savoir que n'importe quel produit qui va être expulsé va être traité pour une étude anatomopathologique. Donc, on est de garde, il y a une femme qui vient consulter, elle vous dit je fais une aménorrhée de 6 semaines, elle est en avortement en cours. Vous faites votre curetage, vous envoyez le produit de conception et la réponse vous revient que le produit est en rapport avec une mole. D'accord? Même si elle était asymptomatique. Là, c'était les circonstances de découverte de notre mole. On poursuit par
Donc, on a vu les circonstances de découverte. On poursuit par notre examen clinique. Bien sûr, il y a l'examen général. On va apprécier l'état général de la patiente, notamment s'il y a des métrorragies. Devant toute métrorragie, on élimine l'urgence qui est l'état de choc. Si elle n'est pas en état de choc, on va faire notre examen gynécologique et obstétrical. Donc, l'état général, c'est les constantes hémodynamiques, c'est la coloration, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les signes de sueur, la conscience. Si on élimine l'état de choc, on passe à l'examen gynécologique, mise en place du spéculum. On va vérifier si notre col est d'aspect gravide ou pas. L'aspect gravide du col, c'est un aspect c'est un col d'aspect couleur lilas, violacé couleur lilas. D'accord? Là, c'est l'aspect gravide. Et parfois, on peut retrouver des métrorragies d'origine endo-utérine. Parfois même, on tombe sur des vésicules qui viennent d'être expulsées. C'est des vésicules molaires. Là, c'est l'examen au spéculum. Le toucher vaginal est bien sûr le toucher vaginal combiné à notre palpé abdominal. On va retrouver un utérus gravide. C'est un utérus augmenté de taille. La particularité de la grossesse molaire, c'est un utérus qui est très mou. Enfin, c'est un sac hydrique qui le comble et non pas un embryon et tout. Donc, c'est une consistance qui va être particulière par rapport à un utérus gravide normal. Donc, c'est un utérus augmenté de taille. Il est mou, sachant que le volume de notre utérus va être augmenté par rapport à l'âge gestationnel. Je ne sais pas si vous connaissez le diagnostic différentiel d'un utérus dont la taille est augmentée par rapport à l'âge gestationnel. C'est soit une erreur de terme, c'est-à-dire que le terme qu'elle vous a donné, il est moindre et elle fait une grossesse plus grande, soit c'est des grossesses multiples, grossesse gémellaire, triplée ou voire plus, soit c'est une grossesse associée à un fibrome ou là, à une tumeur ovarienne, donc grossesse plus tumeur. D'accord? Et le quatrième diagnostic différentiel, c'est la grossesse molaire. La grossesse molaire vous donne un utérus plus gros que l'âge gestationnel parce qu'il est comblé par des villosités hyperplasiques dont la croissance est anormale. Sachant qu'il existe une autre particularité, c'est que ce volume de cet utérus, il est variable d'un examen à un autre. Si je l'examine aujourd'hui, je trouve que mon utérus est à peu près 8 à 9 cm, ou là, cliniquement, c'est en travers de doigt, à 3 travers de doigt en dessous de l'ombélique, ou à 3 travers de doigt au-dessus de la symphyse pubienne. Je l'examine une semaine après, je trouve que l'utérus, soit il a diminué de taille, soit il a augmenté, mais d'une manière très rapide. Ceci s'explique par quoi? Il s'explique par le fait qu'entre les deux examens, il y a eu une expulsion de vésicules. S'il y a eu une expulsion de vésicules, on va retrouver un utérus qui est petit. S'il y a eu une expulsion de vésicules avec encore une fois une hyperplasie plus importante, l'utérus va augmenter. Ceci va amener à l'appellation d'utérus en accordéon de Génin. D'accord? Deuxième signe, c'est l'absence du ballottement fœtal en cas, bien sûr, de molle idatiforme complète. Si elle est complète, il n'y a pas d'embryon. Lorsqu'on fait le toucher à travers les culs de sac, on ne ressent pas le ballottement du fœtus, parce qu'il n'y a pas de fœtus. Troisième signe, à travers les culs de sac, on peut ressentir la présence de masses. C'est des masses kystiques, c'est des masses rénitantes qui vont combler les culs de sac qui sont en rapport avec les kystes lutéiniques. La grossesse molaire s'accompagne de kystes lutéiniques. Pourquoi elle s'accompagne de kystes lutéiniques? Les kystes lutéiniques, c'est des kystes au niveau des ovaires. Hein. C'est des corps jaunes au niveau des ovaires. Parce qu'en fait, ces kystes, la formation de ces kystes est sous la dépendance des taux de l'ACG. La grossesse molaire s'accompagne d'un taux d'ACG très élevé parce que le trophoblaste est hyperplasié. Ça va entraîner une stimulation des ovaires, entraînant des formations kystiques lutéiniques. D'accord? Donc là, c'était l'examen clinique. On a vu les circonstances de découverte. On est passé à l'examen clinique sous spéculum, le col d'aspect gravide, les métrorragies, parfois expulsion de vésicules molaires, le toucher vaginal combiné au palpé, utérus augmenté de taille, mou, plus augmenté que ne le veuille l'âge de la grossesse, mais il est de taille variable d'un examen à un autre parce qu'elle va expulser entre-temps les vésicules, il peut diminuer et par la suite re-augmenter de volume. On ne retrouve pas de ballottement et on peut retrouver des kystes lutéiniques au niveau des ovaires à travers le toucher vaginal combiné au palpé, c'est la perception à travers les culs de sac latéraux-vaginaux. On passe aux examens paracliniques qui sont de 3 ordres. On commence par l'échographie, on poursuivra par la biologie. Donc l'échographie, dans le cadre d'une molle idatiforme complète, c'est un utérus qui est comblé par des vésicules. Ce qu'on voit ici, cet aspect, on l'appelle en flocon de neige ou en grappe de raisin, en l'absence de toute présence, bien sûr, en l'absence de tout embryon. D'accord? Tout ça, c'est un utérus qui est comblé. Il n'y a pas de ligne de vacuité. Il est comblé par une masse
en flocons de neige, quand vous pouvez le voir, ou en grappes de raisin. C'est les vésicules molaires. D'accord? Les ovaires peuvent être porteurs de kystes lutéiniques. Je vous ai parlé là tout de suite des kystes lutéiniques. Là, c'est les deux ovaires. On ne voit pas très bien, mais là, c'est des kystes. D'accord? Là, c'est une logette de kyste. Là aussi, là, là, là. C'est l'effet de la stimulation de l'HCG sur le stroma ovarien. Et bien sûr, il n'y a pas d'image embryonnaire. C'est une molle idatiforme complète. Pas d'embryon, flocon de neige, kyste lutéinique. Là, c'est la molle complète. La molle partielle, il existe un embryon avec une cavité amniotique, un placenta qui est partiellement dégénérant en vésicule. Par contre, le reste du placenta, il est tout à fait normal. Sur le plan biologique, premier examen échographique. Sur le plan biologique, c'est le dosage des HCG total sériques. Les bêta-HCG, les femmes. Donc, HCG total sérique. La molle se caractérise par des taux d'HCG, on avait dit, très élevés parce qu'ils sont sécrétés par le trophoblaste. Notre trophoblaste est hyperplasié, donc la sécrétion va être très augmentée. Les seuils, c'est à partir de 100 000. Donc, un taux de bêta-HCG à partir de 100 000 pouvant arriver à 1 million. Sachant qu'une négativité, donc un taux inférieur à 100 000, ne veut pas dire que le diagnostic de molle est écarté. Il y a certaines molles dites mortes dont le taux est inférieur à 100 000. D'accord? Donc, une augmentation très importante du taux d'HCG sérique. D'accord? C'est un marqueur qui est très fiable pour le diagnostic, mais également ultérieurement pour le suivi et la surveillance de l'évolution de notre molle. Donc, un taux plus bas n'exclut pas le diagnostic. Le diagnostic, il est avant tout anatomopathologique après le curetage. Il y a une question. On n'a pas de kyste lutéinique lors de la molle. Lors de la molle idatiforme partielle, les taux de bêta-HCG sont beaucoup moindres. Il peut exister des kystes lutéiniques au cours d'une molle partielle, mais ils sont beaucoup plus caractéristiques des molles idatiformes complètes, car au cours d'une molle idatiforme complète, le taux d'HCG il est d'autant plus élevé par rapport à une molle idatiforme partielle. D'accord? Donc, on a vu le diagnostic positif, circonstances de découverte, examen clinique, mise en place d'un spéculum, toucher vaginal combiné au palpé abdominal, examen paraclinique, l'échographie de la molle complète et de la molle partielle et les taux de bêta-HCG. Ils sont très élevés. Ceux de la complète, bien sûr, d'autant plus élevés car le trophoblaste est plus important, hyperplasié. Le diagnostic différentiel. Devant les métrorragies du premier trimestre, qu'est-ce qu'on peut trouver? Essentiellement, il faut éliminer, bien sûr, en premier lieu, la grossesse extra-utérine qui menace le pronostic vital, une menace d'avortement, un avortement en cours, voire une origine extragravidique. Elle peut faire un polype du col, un ectropion du col, une déchirure au niveau du vagin, elle peut faire un trouble de l'hémostase, d'accord? Une cause extra-utérine. Et devant un gros utérus, on avait dit une grossesse multiple, un utérus myomateux, une erreur de terme et la mole. 4 diagnostics. Évolution, complications, mais c'est essentiellement les complications. Il faut savoir qu'une molle, voilà, une grossesse molaire, l'évolution spontanée de notre molle se fait vers l'avortement. Mais l'avortement, les caractéristiques d'un avortement molaire, c'est un avortement qui est lent, qui est partiel, il n'est pas complet, il va y avoir toujours une rétention et la femme va vous faire toujours des métrorragies, d'accord? Donc c'est un avortement qui est lent, partiel, hémorragique, incomplet. Tous ces caractéristiques vont entraîner de ce fait des complications parce que l'avortement n'est pas complet. S'il était complet avec rétraction du col, la femme ne va plus saigner, le col est fermé, c'est plus une source d'infection, elle pourra faire une autre grossesse, c'est un avortement banal et tout à fait normal. Par contre, là, c'est un avortement qui n'est pas normal, il est partiel, hémorragique, incomplet, qui va exposer la patiente à de multiples complications, notamment l'infection, le col varicé-béant, aux accidents hémorragiques, elle peut vous faire une anémie aiguë ou une anémie chronique et une dénutrition par l'exagération de la symptomatologie sympathique, les vomissements, les nausées, les troubles du transit et tout. L'évolution ultérieure, si elle n'est pas traitée